Et voilà, c'est officiel, Warren Buffett prend sa retraite, c'est-à-dire que ce n'est plus lui qui va diriger sa holding Berkshire Hathaway, même s'il reste évidemment actionnaire majoritaire, ce n'est plus lui qui va prendre les décisions d'investissement, il passe le flambeau, c'était une nouvelle qui était relativement attendue. Mais ça reste quand même un choc, disons un symbole. Pourquoi ? Pas parce que Warren Buffett est le plus grand investisseur du monde, surtout parce qu'il avait un rôle un petit peu de mentor, de boussole, surtout quand les marchés commencent à être un petit peu agités, on attend toujours sa parole de sage. Et finalement, un peu comme lui, a beaucoup écouté son mentor, Benjamin Graham, son mentor, au départ son professeur, puis devenu son mentor, son père spirituel. Benjamin Graham, il est encore très connu aujourd'hui parce qu'il est l'auteur du livre L'investisseur intelligent, qui reste un des livres les plus vendus sur les thèmes boursiers, autant en France qu'aux États-Unis. Et Benjamin Graham, c'est celui qui a quasiment tout appris à Warren Buffett, au moins au début. Et en relisant quelques passages du livre Snowball, la biographie officielle de Warren Buffett, je suis retombé sur ce moment où Buffett prend un virage. Un vrai virage, même si au moment où il le fait, il ne se rend pas trop compte. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de changer de méthode, mais finalement sans changer de principe. Et cette capacité d'adaptation, c'est peut-être la plus grande leçon que nous laisse Warren Buffett. Alors forcément, au début, le jeune Buffett applique à la lettre les leçons de son maître, c'est-à-dire l'approche Graham, c'est finalement simple, on ne s'attache pas à l'entreprise, on regarde les chiffres, point barre. Voilà, c'est froid, c'est rationnel, mais à l'époque, ça marche. C'est ce que lui apprend Graham, c'est-à-dire on achète des actifs qui valent 1 dollar pour 50 cents. Ça, c'est l'investissement value. On va chercher des anomalies, des erreurs de prix. On ne s'intéresse pas trop à l'entreprise, au management, aux produits même qui sont vendus. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde notamment le bilan de l'entreprise. On va essayer d'acheter moins cher que ce que ça vaut. Ça peut paraître extrêmement basique comme approche, mais à l'époque, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on a moins d'intervenants qui sont bien éduqués, on a beaucoup moins de données, on a moins d'ordinateurs. Donc finalement, cette approche qui peut paraître relativement basique et simple, elle marche, elle permet de gagner beaucoup d'argent. Et Buffett enchaîne les bons coups, les petites boîtes sous-cotées, ce que Graham et lui vont appeler les cigar butts, c'est-à-dire ces mégots de cigarettes qu'on peut trouver dans la rue. Alors, c'est pas très sexy, mais il reste encore un petit coup à tirer. Tout n'a pas été, la cigarette n'a pas été fumée jusqu'au bout. Alors, j'aime pas trop l'analogie, mais il faut voir qu'on est ici dans les années 50, 60, et ça marche. Mais Buffett trouve que le marché change et il voit de moins en moins d'opportunités qui seront des pures value à acheter sur des entreprises purement décotées. Et comme son fonds s'agrandit, finalement, il a du mal à trouver suffisamment d'entreprises qui répondent aux critères de Graham. Et puis un jour, American Express, ce qu'on a appelé plus tard le scandale de l'huile de salade. Il me semble que j'en ai parlé dans une très vieille vidéo, mais pour vous redonner un petit peu le contexte, nous sommes en 1963, il y a un trader de matières premières qui s'appelle Anthony De Angelis qui a fraudé des stocks d'huile alimentaire. Il a mis de l'eau de mer dans des bidons d'huile pour faire croire qu'il avait plus d'huile en stock. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pour pouvoir demander des prêts bancaires garantis par ces stocks. Et on parle de montants qui sont énormes puisque à l'époque, ça représentait entre 150 millions et 200 millions de dollars. Et si je mets ça en dollars d'aujourd'hui, ça ferait 1,8 milliard de dollars. Et quel rapport avec Amex ? Tout simplement parce que ces entrepôts de stockage de l'huile faisaient partie d'une petite filiale inconnue d'American Express et ce sont eux qui ont émis les garanties qui ont suivi de collatéral aux prêts bancaires. Donc c'est eux finalement qui sont responsables, c'est-à-dire qu'ils auraient dû découvrir la fraude beaucoup plus tôt. Évidemment, sur les marchés, c'est la panique, l'action Amex dégringole et la plupart des investisseurs pensent que c'est surtout un problème juridique et qu'American Express ne va jamais s'en relever parce que sa réputation va être complètement détruite. Mais Buffett, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec la vue du marché. Il va sortir, aller dans les restaurants, dans les bars, il va regarder et il va voir que les gens continuent à utiliser leur carte American Express. Les commerçants continuent de l'accepter. Les traveler checks qui permettaient donc de voyager facilement sans emmener de l'argent liquide avec soi, ça cartonne. Et il constate que le public fait confiance à la marque quoi qu'il arrive. Et là, c'est le déclic. Warren Buffett a compris qu'il existe des actifs invisibles. La marque, la clientèle, la confiance que le public a dans Amex. Et ça n'avait jamais été pris en compte par Benjamin Graham. Benjamin Graham qui prenait tout bêtement les bilans, qui regardait les machines, les stocks, les terrains, les immeubles, etc. Donc Warren Buffett va utiliser l'esprit de Benjamin Graham, mais complètement changer la méthode. Warren Buffett se met à acheter massivement des titres American Express. Je dis massivement parce que Warren Buffett, quand il a une conviction, il y va très très fort. Pour vous donner une idée des chiffres, le Warren Buffett Partnership, en 1962, il pèse à peu près 7 millions de dollars. En 66-67, il va peser 54 millions de dollars. Alors, il y a un mélange de
performance, mais pas seulement. Il y a beaucoup de d'un afflux d'argent frais qui arrive. Et sur la période 63-66, il a acheté pour 13 millions de dollars de titres American Express. Donc, on ne sait pas exactement quel pourcentage de la position c'était, mais c'est sûrement énorme. Et j'ai relu les lettres de son partnership à cette période-là, de 63 à 66. Il ne mentionne pas Amex, il ne mentionne pas American Express à ses partenaires, alors qu'il a pris une position énorme, mais il parle d'une certaine conviction. Il dit qu'il a une grosse conviction et à cause de cette conviction, il va faire bouger le pourcentage maximal qui peut être détenu dans un titre, il va le monter à 40%. Donc vous imaginez le poids qu'a cette position. Donc il ne va pas la citer à ses actionnaires, mais on voit que voilà, il y va très très fort. Je ne pense pas qu'il soit monté à 40% du fonds, mais je pense qu'il a dû atteindre facilement 25-30% de la totalité de ses actifs investis dans American Express. Et pour la première fois, c'est ça qui est fou, c'est qu'il n'a pas investi sur des chiffres, sur les chiffres du bilan, mais pour le citer, parce qu'il a eu une intuition hautement probable. C'est uniquement, quasiment parce qu'il avait confiance dans la marque American Express qu'il a mis le paquet et qu'il a joué un tiers de son fonds sur un seul titre. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que tout au long de sa vie d'investisseur, et notamment au contact de son associé Charlie Munger, Buffett a gardé certaines leçons de son mentor, Benjamin Graham, mais il les a adaptées aux nouvelles situations de marché. Et sa fameuse idée de moat, de rempart concurrentiel, rempart concurrentiel durable, on voit qu'elle a mis extrêmement longtemps à mûrir, parce qu'il va employer le mot de moat uniquement en 1986, dans sa lettre aux actionnaires. Ça faisait quelques années qu'il mentionnait beaucoup ce concept d'avantage compétitif par rapport aux autres, mais si on regarde, c'était déjà cet aspect de moat et d'avantage compétitif qu'il avait fait acheter American Express. Et basé sur ce concept, donc je le répète, qui n'a rien à voir avec l'approche initiale de Benjamin Graham, c'est basé sur ce concept qui va faire tous ces investissements futurs, les See's Candies, les Coca-Cola, plus tard Apple, etc. Mais s'il était resté bloqué sur les principes de son mentor, Benjamin Graham, jamais il aurait regardé ces titres-là. Ils auraient toujours été trop chers. Il n'aurait jamais acheté Apple, évidemment. Il n'aurait probablement jamais acheté Coca-Cola. C'est vraiment cette notion de moat, d'avantage compétitif, d'actifs intangibles, d'actifs invisibles, une notion qu'il a inventée lui-même, mais qu'il a appliquée au principe de Benjamin Graham, qui a fait la fortune qu'il a aujourd'hui. Et c'est ça pour moi la vraie leçon de Warren Buffett. À la fois, il n'a jamais renié Benjamin Graham, il en parle toujours en termes très favorable, même dans des interviews récentes, alors que s'il avait poursuivi cette stratégie, vraiment cette stratégie qu'on appelle deep value, c'est-à-dire essayer de trouver des entreprises qui ont une valeur de marché bien en dessous de l'actif net réévalué, pour employer un terme comptable, s'il avait appliqué cette méthode-là, il n'aurait jamais été l'investisseur qu'il est aujourd'hui. Mais ce qu'il a su faire, c'est prendre des bons principes de base et comprendre que Benjamin Graham n'avait pas tout compris, que Benjamin Graham n'avait peut-être pas évolué, il n'avait pas vu la nouvelle évolution, la puissance des marques, la puissance de la confiance, la puissance de la fidélité client, tout ça, Benjamin Graham ne l'a jamais pris en compte, mais Warren Buffett a réussi à rajouter ses propres principes à ceux de Benjamin Graham, et notamment en regardant comment le marché évoluait. Il a vu qu'il ne pouvait plus faire autant d'argent avec la stratégie de Benjamin Graham, et il a appliqué ces nouvelles règles. Et pour moi, c'est exactement la leçon à retenir, et je pense qu'il faudra faire la même chose avec les principes que nous laisse Warren Buffett. C'est-à-dire qu'il y a énormément de ces principes qui vont vieillir extrêmement bien et qu'on pourra ressortir dans 50 ans, 100 ans et qui n'auront pas vieilli. Et il y a potentiellement d'autres citations, on va dire, principes qui sont aussi très fortement ancrés chez lui et qu'il faudra, en tant qu'investisseur moderne, entre guillemets, futur, qu'il faudra qu'on remette en question. Je pense par exemple à son côté buy and hold, le fait qu'il faille acheter une entreprise pour toujours et qu'il est extrêmement réticent à vendre, même quand les entreprises ne sont plus du tout efficaces. Je pense qu'on est dans un monde qui bouge extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'à l'époque de Warren Buffett. Et je pense que cette maxime-là, par exemple, il faudra peut-être la remettre en question. Je pense aussi à son côté ne jamais parier contre l'Amérique. Le fait que, à part que ses investissements un petit peu japonais, le fait que lui est toujours tout mis aux États-Unis, ou quasiment toujours tout mis aux États-Unis, avec une confiance aveugle, je pense qu'à un moment donné, l'hégémonie américaine sera remise en question, pas forcément à court terme, mais ne serait-ce que le dollar, l'émergence de la Chine, etc. À un moment, ces équilibres-là feront qu'on ne pourra pas parier uniquement sur les États-Unis, en tout cas pas pendant 70 ans, comme l'a fait Warren Buffett. Quelqu'un qui se lancerait dans 70 ans d'investissement, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il parte de cette maxime de Warren Buffett, comme quoi investir 100% aux États-Unis, ça suffit.
Et c'est ça que je trouve vraiment incroyable avec Buffett, c'est qu'on peut se dire, oui, le secret c'est la longévité, oui, le secret c'est la discipline, etc. C'est vrai, mais finalement c'est comme dans la vie. C'est-à-dire que ceux qui survivent, ce ne sont pas forcément les plus rapides, ce ne sont pas forcément les plus forts ou bien les plus brillants, ce sont toujours ceux qui s'adaptent. Et à propos d'adaptation, j'en ai parlé rapidement dans ma dernière vidéo, mais je vous rappelle que cette vidéo est l'une de mes dernières sur cette chaîne, donc je continue à produire du contenu sur YouTube et en podcast, mais sous d'autres formats ailleurs. Vous finirez probablement par me recroiser, mais n'oubliez pas que vous allez retrouver ici des émissions de qualité, toujours et notamment les revues de marché d'Anthony Bondin que je vous recommande. Moi, je lis la version newsletter, mais je trouve que c'est vraiment bon pour, en 5 minutes le matin, avoir une idée de tout ce qui s'est passé la veille, la nuit et ce qui va se passer dans la journée sur les marchés. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez eu, vous aussi, un point de bascule, un moment Amex comme Warren Buffett, où vous vous êtes dit que peut-être il faudrait changer de stratégie, soit parce qu'elle n'a jamais marché, soit parce qu'elle ne marche plus, et vous êtes parti sur un nouveau modèle, mais peut-être en gardant certains de vos anciens principes. Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, et bien sûr, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.